RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous sommes avec Raphaël Baquet, notre consoeur du monde. Bonjour Raphaël. Bonjour. Le livre Kaiser Karl aux éditions Albin Michel. Juste, est-ce que ça a été facile de faire parler de Karl Lagerfeld ou pas? C'est tellement un personnage hors du commun qu'au fond, beaucoup de ceux qui l'avaient côtoyé avaient envie de raconter cette histoire. Mais évidemment, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de son vivant, où quand même j'ai tout de suite senti que je m'attaquais à un homme de pouvoir. Et effectivement, il y avait une espèce de crainte, ou en tout cas de méfiance, de prudence dans les propos. Et puis, après sa mort, c'est vrai que certains témoins qui n'avaient pas voulu parler ou qui avaient été extraordinairement lénifiants, tout d'un coup, ont parlé beaucoup plus librement. Mais c'est quelqu'un qui a écrit sa légende. Et donc, il a beaucoup menti sur lui-même, sur ce qu'il était réellement. Justement, et du coup, il avait empêché toute biographie, toute véritable enquête sur lui, préférant lui-même livrer ce qu'il pensait être son histoire la plus légendaire. Qu'est-ce qu'il voulait cacher, en fait? Beaucoup de choses. D'abord, effectivement, ses origines. Il a longtemps menti sur le fait que son père était allemand. Il a gommé toute cette partie difficile pour lui, puisqu'il est né juste avant la guerre, en 1933, au cœur de l'Allemagne, à Hambourg, ce grand port du nord de l'Allemagne. Et son père était un grand industriel de l'époque. Il vient d'une famille tout à fait bourgeoise, Karl Lagerfeld. Et son père, pendant toute la guerre, a continué à diriger son entreprise, qui était une entreprise de lait concentré, qui fournissait d'ailleurs l'armée allemande, comme beaucoup d'industriels allemands. Il avait peur de quoi? Qu'on dise que son père était proche des nazis? Oui. Je pense c'était pour lui une tâche sur son histoire, comme beaucoup d'Allemands de sa génération, si vous voulez. Et il a voulu rompre avec ce passé. Et pendant 30 ans, il a dit que son père était suédois, danois, tout sauf allemand. Concernant sa mère, il a des mots, c'est très très drôle, assez vachard contre sa mère. Enfin, il raconte ce que sa mère, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, lui disait petit. Alors il dit par exemple, enfant, je portais des chapeaux tyroliens et ma mère m'a dit un jour, tu as l'air d'une vieille lesbienne. Et on l'imagine le dire avec son accent. Oui, sa mère aussi est entièrement réinventée, à vrai dire. Ah oui. Sa mère est quand même un personnage extrêmement important pour Karl Lagerfeld. D'abord, dès la mort de son père, il l'a fait venir à Paris et il vit avec sa mère. Il faut imaginer dans ce Paris des années 60 et 70, qui est le Paris de la liberté sexuelle, de l'aisance et de la facilité, il y a cet homme qui vit avec sa mère dans des hôtels un très vieil appartement. Voilà. Non, mais dans un très bel appartement. Très bel appartement, car il était déjà très riche. Et évidemment, dès la mort de sa mère, là aussi, il l'a complètement réinventé. Il parle d'une éducation quand même assez dure. Donc sa mère le trouvait trop gros, donc il devait porter des ceintures. En fait, sa mère était sans doute, en tout cas tous ceux qui l'ont connue ne l'ont pas décrite comme une mère castratrice. Donc ça fait partie aussi de la légende. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a voulu en faire une espèce de femme exceptionnelle et terrifiante pour montrer que, d'une certaine façon, lui-même était le produit d'une éducation tout à fait spéciale. Joël Dagosseri, fasciné par ce qu'a été Karl Lagerfeld, l'image qu'il pouvait renvoyer, ou pas du tout? C'est ambigu. Parce que j'aime la mode comme à peu près, je pense, pour beaucoup de filles. Ouais. Et donc, c'est un personnage quand même assez emblématique de la mode. Et on sentait qu'il s'était créé un personnage, mais avec votre livre, effectivement, on voit à quel point tout est faux. J'ai pas réussi, même avec le livre, à savoir qui était Karl Lagerfeld. C'est ce qui est, je me suis dit peut-être qu'à la fin je vais quand même me dire c'était lui. Tout ce que je sais, c'est que entre guillemets c'est un menteur, entre guillemets, un bon menteur ou monteur même de sa propre vie. Bonimenteur. Voilà, parce que il a réussi à complètement réinventer sa vie. Et alors la chose moi que je ne comprends pas, c'est surtout avec son père. C'est-à-dire, oui, effectivement, il avait la honte peut-être du nazisme, etc., mais il lui trouvait aucune qualité, alors que quand même, on apprend que c'est lui qui a complètement financé son train de vie à Paris dans ses débuts, sa passion pour la mode. Et donc, s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est aussi grâce à son père, et il ne lui trouve aucune espèce de qualité. Il a zéro reconnaissance, et j'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Mais essentiellement à cause de cet épisode de la guerre. Et c'est vrai, vous avez raison, il est extrêmement sévère avec lui. Et même, soit il l'efface, soit il en parle comme d'un personnage peu intéressant, alors même que son père, Otto, a été extrêmement généreux et l'a aidé tout au long de sa vie. Mais c'est plus qu'un menteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi
à maîtriser sa vie, c'est rare, à vrai dire, hein, surtout Mais pour pour quelqu'un qui a écrire sa traversé légende. le siècle. Non, mais pour écrire sa Oui, légende. bien C'est-à-dire, il en sûr. a été parce que. Pour faire de sa vie quelque chose Un d'exceptionnel. roman. Oui, quelque chose d'exceptionnel. Et d'une certaine façon, il y est parvenu. C'est l'histoire aussi d'une réussite, Jacques, quand même, avant tout. Oui, c'est une sûr. réussite. Moi, j'ai une question qui m'a beaucoup intéressé. Attends, si vous le permettez, Raphaël, parce que tu nous as dit que tu t'étais retrouvé un jour Oui, sur un je- plateau Sur un avec plateau la dans Karl l'émission de Lagerfeld François pour de parler Croizet. voilà, Je trouvais que c'était d'entreprise. quelqu'un d'odieux, je vous dis franchement. Non, mais c'est On vrai. était nombreux dans l'émission. Pour moi, j'étais un patron du tourisme. J'étais une merde pour lui, c'est clair. Voilà, bon, je suis pas susceptible. Enfin, j'ai trouvé. Mais j'étais pas le seul. Après, on en a discuté. Tout le monde l'avait trouvé odieux. Et finalement, quand il est arrivé, il fallait s'occuper que de lui. C'est une cocotte, c'était une star. C'est une cocotte, exactement. Ouais. Une Le terme star. est excellent. Oui, une C'est star. Et d'ailleurs, ce surnom de Kaiser, c'est à l'empereur, c'est tout à fait, ça lui va très bien. C'est exactement quelqu'un de très élitiste, qui pouvait être à la fois très généreux et très distancié avec ceux qui ne lui Tu servaient avais pas. une question, Jacques? Et très généreux, pas tellement avec l'État. Parce qu'en 1981, lorsque François Mitterrand devient président de la République, sa première réaction, c'est de partir à Monaco, s'installer pour pas payer d'ISF et compagnie. Et quand même, je constate aussi que concernant... et ça me choque, c'est exactement comme... Finalement, il a Franck fini Joly. par les payer, ses impôts, ou Mais pas? attends, c'est Oui, pas oui. fini. En 95, Madame Chirac, qui est, à mon avis, qui était une cliente de Karl Lagerfeld, qui ne devait pas payer d'ailleurs, c'était là. Dès que Chirac est président de la République, une réduction substantielle d'impôts, alors qu'il vivait toujours à Monaco. Alors le plus intéressant, c'est en 99, votre livre est formidable, avec Maître Bello, qui était son avocat, réunion chez DSK. Réunion chez DSK, il devait 165 millions. Qui était à l'époque ministre de l'économie. Ça fait quand même un peu de blé, Oui, c'est ça. un peu de blé. DSK, il ramène ça à 46 millions. Ah bah, c'est pratique. intéressant. On s'arrange. Et c'était des francs quand même à l'époque. Ah, mais enfin, et ouais. là, c'est là, et historique, c'est là où la cassette mairie a été en plus remise à DSK ce jour-là. Non. Enfin bon, Jacques. Bah, Si, quoi si, non, moi, mais c'est excuse-moi, vrai, Chaque Non, fois, mais toi, Gilles C'est William? intéressant parce qu'il y a un lien, Il y a un lien. Lagerfeld politico-financier. Non. quoi. Attends, Gilles William. Ah, c'est pas acceptable, ça. Non, mais Attention. d'accord, mais enfin, Maître Gilles William remet sa robe d'avocat. on peut reprocher sans doute beaucoup de choses à Lagerfeld, mais ça n'était pas un très grand moraliste. Hein. Donc, de toute manière, il ne faut pas s'étonner spécialement de ça. Moi, ce que je crois, pour autant qu'il puisse être cerné, on a affaire à un artiste. On a affaire même à quelqu'un qui transforme. Et donc, il a transformé sa vie, à mon avis, à la manière de ses modèles. Alors, moi j'ai adoré votre livre, il a été dans un déni invraisemblable par rapport à l'Allemagne et à sa vie en Allemagne. Songez les bombardements sur Hambourg ne l'ont pas frappé, alors que les bombardements sur Hambourg ont été les pires bombardements, à part Dresde, qui ont existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même assez frappant. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'en général, les mythomanes n'aiment pas fréquenter d'autres mythomanes, alors que son grand amour le dépassait presque en mythomanie. Comment vous expliquez Alors, ça? c'était qui son grand amour, faut le rappeler? Jacques de Bacher. Oui. L'homme qu'il a effectivement profondément aimé et avec lequel qu'il a entretenu au fond jusqu'à sa mort et qu'il a accompagné jusqu'à sa mort. Mythomane, je ne suis pas sûre que ce soit le mot parce que ce n'est pas une pathologie chez lui. C'est tout à fait voulu, conscient. Il y a la volonté de construire sa vie comme quelque chose d'exceptionnel. Et donc, chez lui, c'est un travail presque esthétique, justement. C'est ça qui est intéressant. Et quant à ses ennuis avec le fisc, vous avez tout à fait raison et je les raconte. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il construit ses relations politiques de façon intéressée pour simplement régler ses problèmes tout au long de Ça sa vie. l'intéressait la politique, ou justement c'était uniquement pour ses propres intérêts qu'il fréquentait, soit Bernard Chirac ou Dominique Strauss-Kahn? D'abord, c'était un homme très érudit. Il faut bien imaginer ça. Et il ne connaît pas que la mode. Il connaît la littérature, la poésie, la photographie et aussi la politique, bien sûr. Il connaissait absolument tout cela. Et c'était un homme si connu, mondialement connu, et qui pesait tellement dans une industrie extrêmement florissante, qui est celle du luxe, que bien sûr, aucun responsable politique n'a jamais voulu lui déplaire. Et donc, effectivement, il a arrangé ses affaires fiscales tout au long de sa vie. Mais il était vénal? Il aimait être riche, en tout cas. Et il aimait dépenser l'argent à sa magnificence. Donc, c'est ça d'abord qui l'intéressait. C'était un homme d'excès ou pas?
Oui, vous voyez bien. Vous n'êtes peut-être pas jamais allé à un défilé Chanel, mais il a toujours voulu en faire une espèce de démonstration très spectaculaire, de luxe, Avec d'extravagance. des décors Il incroyables. disait souvent, voilà, ça va coûter cher, mais c'est ça qui est rigolo. C'était pas seulement rigolo, c'était aussi évidemment une façon de communiquer sur sa propre image dans le monde entier. Mais lui-même était plutôt sain, entre guillemets, c'est-à-dire que pas de drogue. Oui, il sur les vivait relations. dans une ascèse et Ouais, une discipline c'est ça. incroyable. C'était une image peut-être Même dans les années marketing. 70. Même dans les années 70, ce qui est étonnant, Oui. c'est qu'il voit bien que justement l'heure est aux fêtes déjantées, il les paye, il les organise, mais il il y participe paraît pas. une heure Ouais. et après il s'en va. Non, Donc, parce il que- toujours la maîtrise, hein, il veut Toujours la maîtriser les maîtrise. choses en fait. Non, parce que ce qui est formidable avec ce livre, qu'on vous conseille, c'est qu'on revisite des époques aussi. Oui. Et pour tous ceux qui s'intéressent à tout ce qui est mode, musique et autres, on repart du côté d'Andy Warhol, notamment. Donc, ça rappelle le pop art, une époque aussi qu'on commence un peu à regretter aussi aujourd'hui, celle de l'insouciance, où l'économie allait bien, où on s'amusait sans qu'une association vous tombe dessus ou un réseau social vous dénonce. C'est ça aussi qu'on lit à travers ce livre, Raphaël Baquier. Oui, c'est une époque d'une grande liberté. Et c'est vrai que Karl Lagerfeld, à l'époque, vit avec Jacques de Bacher, qui est une espèce de dandy, qui passe son temps, effectivement, à la fois très cultivé, mais qui couche avec tout ce que Paris compte de beaux garçons, qui est lui-même drogué, qui boit plus que de raison, et qui organise ces fêtes payées par Lagerfeld, des fêtes où tout le monde se presse, où tout le monde arrive déguisé. C'est aussi ce qui va nourrir la créativité de Karl Lagerfeld, et c'est comme ça qu'il va peu à peu devenir le styliste en vue qu'on connaît. Oui, mais c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, ce serait des fêtes, il y aurait des photos, tout le monde dirait, mais quelle honte, c'est dispendieux. Mais surtout, aujourd'hui, la c'est- bourgeoisie où les riches s'amusent, c'est... Voilà, c'est... Mais surtout, les fêtes comme ça existent toujours, mais elles sont beaucoup plus sages, effectivement. Puis surtout, elles servent à vendre des parfums. Tandis qu'à l'époque, Oui. ce sont des fêtes gratuites, si vous voulez. Enfin, elles coûtent très cher, C'était pas mais elles commercial. n'ont pas d'objet autre que l'amusement. Vous restez avec nous, Raphaël Baquier. On en sait plus sur Kaiser Karl. Le livre est aux éditions Albin Michel. Kaiser Karl Lagerfeld, vous l'aurez compris. À tout de suite dans les GG sur RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Jacques Maillot, le fondateur du Wagis Nouvelle Frontière. Nous sommes avec Joël Dagosseri, chargé de clientèle logement social. Monsieur Maître Gilles William Golnadel et des nôtres aussi. Aujourd'hui, nous recevons dans le grand oral des GG Raphaël Baquier pour parler de Kaiser Karl. Le livre est aux éditions Albin Michel, formidable livre qui retrace une saga, la saga d'un homme, un homme qui a écrit son histoire, qui a écrit sa légende. Il s'agit bien sûr de celui qui a incarné Chanel, Karl Lagerfeld, et qui a fait de Chanel au-delà d'une marque, quoi. Il a repropulsé Chanel, numéro 1 du luxe. Il en a fait l'industrie, enfin la marque florissante qu'elle est devenue aujourd'hui et qui rapporte des millions, même des milliards, Chanel, quoi. Oui, parce que lorsqu'il est engagé chez Chanel, il faut bien imaginer, Chanel est déjà évidemment une marque mondialement connue, mais elle est en déclin, à vrai dire. Ne porte plus les tailleurs Chanel que des vieilles dames chics, quelques ministres comme Simone Veil, mais au fond c'est tout, et ça ne fait pas tout à fait envie. Et lui, il y arrive sur le tard d'ailleurs, hein, il a presque 50 ans. Et au début, la première collection est un peu ratée. Les critiques sont pas très aimables. Et puis, très vite, en fait, il va comprendre qu'il faut à la fois digérer ce qu'est Chanel, tout ce qui est les codes de Chanel, et en même temps la moderniser, donner un peu de frais. Et c'est vrai qu'il va complètement changer, redonner du désir pour cette marque, raccourcir les jupes. Évidemment, il est aidé en cela par Inès de la Fressange, qui devient l'image de Chanel. Et ils vont faire de cette marque une espèce d'extraordinaire succès planétaire. Alors, il y a Inès de la Fressange et puis il y a aussi Claudia Schiffer. Oui, alors, il y a d'abord Inès de la Fressange, quand même, qui s'amuse, et puis il se fâche. Il se fâche très violemment, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, Inès de la Fressange, au bout d'un moment, commence à sortir de son cercle. Karl Lagerfeld est un homme extrêmement exclusif. Possessif. Or, possessif. Or, elle rencontre celui qui va devenir son mari, Luigi D'Urso, qui est un fils de bonne famille italienne, qui trouve toujours les Allemands un peu trop vulgaires, au fond, et qui n'est pas impressionné par Lagerfeld. Et ça, Lagerfeld ne va pas le supporter, et ils vont rompre extrêmement violemment, et il va choisir
le contraire d'Inès de la Fressange. Une blonde pour remplacer Claudia une brune. Schiffer, une blonde, tout en courbe et déliée. Et évidemment, elle ne porte pas du tout de la même façon les tailleurs Chanel. Et donc, il va modifier complètement son inspiration pour elle. Il l'a fait défiler quasiment en maillot de bain avec juste la veste ouverte, si vous voulez. Et ça montre à quel point il s'adapte à l'époque. Et alors, sa rivalité amitié avec Yves Saint-Laurent? C'est l'aiguillon de sa vie. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils réussissent en même temps le même concours. Lagerfeld a 21 ans, Saint-Laurent a 18 ans. Ils sont d'abord très amis. Et puis évidemment, l'un va dépasser l'autre. C'est-à-dire que Saint-Laurent devient beaucoup plus connu, rentre au panthéon de la mode. Et il va y avoir une rivalité sourde, puis affichée entre eux, et surtout un homme entre eux. Ce fameux Jacques de Bacher, qui est le compagnon de Lagerfeld et qui va entreprendre de séduire Saint-Laurent. Donc évidemment, c'est pas seulement un drame sentimental qui se joue, c'est une affaire aussi industrielle, parce que Saint-Laurent... on devient fou d'amour pour Jacques de Bacher, sombre dans la drogue, la dépression, délaisse sa maison, et au point que Pierre Berger, qui était le compagnon de Saint-Laurent, était convaincu que Lagerfeld avait envoyé Jacques de Bacher pour séduire Saint-Laurent et abattre la maison rivale. Mais c'était des rivalités, Saint-Laurent, Lagerfeld, ça en est arrivé à la détestation, à se faire des coups bas, ou pas? Finalement, où ils arrivaient finalement. Jacques de Bacher est quand même. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est à se faire des coups bas, ou est-ce qu'ils se respectaient tous les deux en tant que créateurs, personnalités de la mode et autres? En fait, tous les deux avaient du respect l'un pour l'autre, mais les mots qu'ils employaient, et surtout avec Pierre Berger, à vrai dire, c'est Pierre Berger qui a porté le fer contre Lagerfeld. C'était d'une violence insensée. On s'en souvient pas, mais à vrai dire, quand on lit ce qu'ils disaient l'un de l'autre dans les journaux, c'est incroyable. Alors, il y a aussi maintenant l'industrie, LVMH. Donc Lagerfeld, il doit aussi faire avec des bons rapports avec Bernard Arnault. Comment il arrivait justement à garder sa liberté tout en appartenant à un groupe? En fait, il est le seul à avoir réussi ça. C'est-à-dire qu'au moment où la mode bascule de l'artisanat merveilleux de la haute couture, si vous voulez, à l'industrie mondiale, il y a beaucoup de couturiers qui restent sur le carreau. Beaucoup perdent leur nom. Chantal Thomas, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a perdu son nom. Il y a des tas de couturiers qui n'ont pas compris ce tournant. Et lui, au contraire, l'a parfaitement compris. Il entretient des relations d'amitié d'ailleurs avec les grands industriels, les grands financiers de l'époque, Bernard Arnault, les frères Wertheimer, François Pinault aussi. Et donc, il est le seul à avoir compris l'importance de la communication et à s'être maintenu au sommet de cette industrie. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'il a fait de lui un personnage télémédiatique. Bien sûr. Il y a pas très peu de créateurs qui l'ont fait, parce que, par exemple, Yves Saint-Laurent était très timide, c'était maladif, donc il n'aimait pas du tout les interviews. Lagerfeld, il adorait aller dans les talk-shows. C'était un personnage de talk-show, et il était souvent invité par les gens qui ne connaissaient absolument pas ce qu'il faisait, mais on l'invitait parce qu'il avait des bons mots, parce qu'il avait sa façon de parler, il avait son look, et rien que ça faisait de l'audience. Il a fait de lui un objet publicitaire. D'ailleurs, il a conçu son look pour être dessiné d'un trait de crayon, si vous voulez. Et ça, vraiment, il le conçoit peu à peu, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au fin fond de l'Asie, si vous voulez, on voit tout à fait bien sa silhouette avec sa queue de cheval, ses lunettes noires. Il n'était pas dupe, j'imagine, de ce côté un peu de spectacle. Non, il disait je mets mon déguisement chaque matin. C'est une moumoute? C'est une perruque qu'il avait? Non, ce sont ses vrais cheveux. Ah, c'était ses vrais cheveux, il n'y avait pas d'implant? Cette façon de les arranger, ce haut col blanc, tout ça est fabriqué. Et il savait bien que c'était une forme de déguisement, effectivement, pour paraître à l'extérieur. Mais il était devenu, pardon, Joël, je te donne la parole. Il se rendait compte qu'il était devenu aussi parfois une caricature un peu de lui-même, c'est-à-dire il revenait en représentation, comme disait Olivier. Les imitateurs, à la fin, sur les plateaux télé, on dit on attend le moment Lagerfeld, avec on a l'impression qu'il forçait même un peu son accent aussi. Oui, bien sûr. Il le forçait. Travaillait son accent, bien sûr. Mais au contraire, l'idée d'être mondialement connu, et y compris des jeunes, ça faisait du marketing. Ça, au contraire, ça lui plaisait infiniment. Il était aussi extraordinairement narcissique. Oui, et puis il avait beaucoup d'humour. On l'a peut-être pas dit, mais c'est quelqu'un qui était très drôle. Beaucoup d'esprit. C'est le roi de la punchline. Des punchlines aussi travaillées, quand même. Oui, j'imagine qu'il travaillait. C'est aussi quelqu'un qui travaille ses apparitions à chaque fois. Joël, est-ce que justement le fait qu'il ait pu durer aussi longtemps dans le métier, c'est pas dû au fait qu'il ait tardé déjà à éclore, enfin en tout cas
on va dire, médiatiquement. Il travaillait déjà très bien, mais médiatiquement, comparé à Saint-Laurent, il a pris pas mal de temps. Et le fait d'avoir travaillé dans plusieurs maisons, d'être un peu un mercenaire, une sous-main, un sous-traitant, est-ce que c'est pas ce qui a fait le fait d'être resté caché, d'avoir observé vraiment toute la mécanique de plusieurs maisons de couture, est-ce que c'est pas aussi, même si au-delà de son talent, mais ça l'a pas aidé aussi à s'adapter constamment au renouvellement de la mode comparé à d'autres qui, Saint-Laurent a très vite créé sa propre maison et lui est quand même, voilà, était un sous-traitant quelque part. Oui, mais parce qu'il y a chez lui d'abord une immense force de travail. Il faut quand même le rappeler, parce qu'il travaille de matin au soir. Mais il y a aussi la volonté farouche et la peur terrible d'être dépassé. Son angoisse dans un milieu où il faut rester jeune, si vous voulez. À 30 ans, les mannequins sont dépassés. À 40, les stylistes sont jetés. C'est quand même un milieu très dur. Et donc, il a toujours vraiment été tenaillé par la peur d'être éjecté, d'être dépassé. Et il voulait absolument toujours être à la pointe de la tendance. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a frappé, c'est un peu l'ironie de l'histoire, et vous en parlez bien, c'est que on craignait un peu qu'un Allemand succède à la grande patriote Coco Chanel, et vous rappelez combien cette dame était méchante, combien cette dame avait tenté d'évincer les Wertheimer parce qu'ils étaient juifs, et comment, d'une certaine manière, même s'il n'est pas exempt de critiques, l'Allemand Lagerfeld, ce ne sera pas conduit comme ça, je pense. Oui, et en tout cas, c'est vrai que quand il arrive la première fois chez Chanel, évidemment, il est attendu parce qu'il est allemand. Ouais. Et pour incarner une marque française. Et d'ailleurs, il fait son premier défilé sur la musique de Charles Trenet, Douce France. Les 3 premiers tailleurs sont bleu, blanc, rouge. Il en rajoute, si vous voulez, dans le côté français, évidemment. Et pour lui, d'ailleurs, ça a été toujours compliqué d'être allemand. Parce que quand il arrive à Paris, tout le monde dit les Boches, encore. On est juste en l'après-guerre. Et pendant des années, ça a été compliqué d'être allemand. Et puis ensuite, il en a fait, au contraire, une force. Il a retourné les choses, il a à nouveau cultivé son accent allemand et il a pris cette espèce d'allure de Kaiser, d'empereur allemand, d'empereur de Prusse, et il en a fait une espèce de force. Un plus. Vous dites qu'il était, il faisait très attention à l'image qu'il renvoyait, mais ses obsèques finalement étaient un peu tristounettes. Alors c'est lui qui les a voulues, parce qu'il disait je veux que des amis, mais bon, c'était pas à la hauteur de ce qu'il a été. Parce qu'il était terrifié par la mort. Tout au long de sa vie, à vrai dire, il a été terrifié par la mort. Il a toujours refusé d'aller à un quelconque enterrement. Même celui de sa mère. Même celui de sa mère ou de son père. La seule cérémonie funèbre qu'il ait suivie, c'est celle pour Jacques de Bacher. C'est vraiment la seule exception qu'il ait fait à son principe. Et pour lui-même, il voulait finalement qu'il n'y ait rien. Évidemment, c'était impossible. Et donc, mais c'est vrai que pesait un tel interdit que lorsqu'il est mort, ces maisons de couture se sont retrouvées complètement tétanisé, en fait. Ça montre à quel point il avait du pouvoir et de l'influence, si vous voulez. Et donc, effectivement, la cérémonie funèbre a été ratée, il faut bien le dire. Elle était sinistre, il y avait quelques discours, c'était dans le funérarium du Père Lachaise, ça ne ressemblait à rien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce soir, il y a une espèce d'hommage au Grand Palais, qui va être probablement spectaculaire au Grand Palais et qui est une forme de rattrapage. Oui, je vais y aller. Vous avez un carton? J'ai un carton. Vous en avez d'autres? Parce qu'on pourrait y aller ensemble. C'est extrêmement difficile d'en avoir un. Oui, c'est une forme de rattrapage, bien sûr. Dites-moi, ça vous a sorti de votre champ politique? Raphaël Baquet, la passionnée de politique, d'aller voir Karl Lagerfeld, d'aller enquêter sur Lagerfeld. Quel est le rapport d'ailleurs avec les politiques? Le pouvoir. Indéniablement. Et je dois dire que là, c'est vraiment un homme de pouvoir. D'ailleurs, un pouvoir supérieur à beaucoup de responsables politiques que j'ai rencontrés et sur lesquels j'ai enquêté. Un pouvoir mondial. Si vous voulez, ça c'est rare. Et c'est vrai que cette idée m'était venue lors d'un reportage. J'étais en Chine, au fin fond de la Chine, je m'étais perdue. Et un vieux paysan chinois était venu avec sa vieille guimbarde pour me montrer la route. Et il avait un pins, Karl Lagerfeld, si vous voulez. Et là, j'ai compris ce que c'était que la mondialisation. Et c'était ça, Karl Lagerfeld. Vraiment, un très grand pouvoir, le pouvoir de l'argent, le pouvoir d'influence, le pouvoir de l'esthétique, une espèce de mondialisation des goûts aussi. Si vous avez fait un livre sur Richie, c'est un peu loin des politiques, sur Richard Descoings. Il était le patron de Sciences Po. C'est quand même l'école du pouvoir. Mais bien sûr, c'est plus le pouvoir que la politique qui m'intéresse. Et Sarkozy renvoyé en correctionnel, ça vous intéresse, ça, je suppose, Raphaël Baquet? Bien sûr.
Ah bah bien sûr, c'est l'espèce sinon de conclusion, en tout cas de nouvelle étape d'une carrière incroyable où effectivement il a fallu passer beaucoup d'accords pour réussir. Et ça c'est intéressant, ça raconte aussi une époque. Oui, mais Sarkozy, la politique, les affaires, je ne sais plus qui disait, ça ferait une très bonne série sur Netflix. Bien sûr, mais Sarkozy est un merveilleux personnage. Mais non, mais ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, il a déjà nourri un film. Hein. Bien sûr, c'est un personnage dont la vie est totalement accidentée, dont le pouvoir le tenaille tout au long de sa jeunesse et jusqu'à sa maturité. Et pourquoi vous dites que c'est la fin d'une époque ? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les nécessités de la transparence... D'abord, les carrières politiques sont moins longues. Donc, les compromis ou les compromissions, il y a moins d'occasions quand même, il faut bien le dire. Mais est-ce que ça va empêcher certains de se lancer en politique, justement, ces affaires, ces procès, ces affaires qui durent, parce que la justice met du temps, en disant, bah, si c'est pour me retrouver avec le parquet national financier un jour aux fesses, mais je préfère ne pas y aller. Mais bien sûr, ça a changé énormément. Avant, il y avait, vous alliez dans n'importe quelle promo de Sciences Po, justement, ou de l'ENA, la moitié des gens voulaient faire de la politique. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, ça a tari, si vous voulez, le vivier. C'est indéniable. Donc, c'est pas forcément une bonne chose pour la démocratie, si le niveau est moins bon. C'est dommage, mais c'est vrai que dans la mode, il y a beaucoup plus d'argent, par exemple. Avec une revanche de la justice sur ces responsables politiques ou pas, selon vous, Raphaël, vous qui avez souvent enquêté? Oh, peut-être, mais la justice vient tard en même temps. Hein. Donc, est-ce que c'est une revanche? Oui, il a fait sa carrière politique. Fin d'une époque, Balkany, jugement. C'est la fin du RPR, c'est la fin de la puissance du RPR dans les Hauts-de-Seine, c'est la fin de l'État RPR, de l'argent liquide. C'est tout ça qui se ferme là aujourd'hui? Les socialistes aussi ont connu leur grand procès. Hein. Mais c'est la fin d'une époque où effectivement l'argent coulait à flot quand même et sans toujours beaucoup de contrôle. Et ça a changé. Et tant mieux? Oui, tant mieux. En tout cas, ça a changé complètement un état d'esprit. Et c'est vrai que quand on va dans d'autres secteurs, comme celui de la mode, c'est là que j'ai vu, c'est là qu'il y a de l'argent, si vous voulez. Et à côté de la politique, les gens imaginent toujours que les politiques s'en mettent plein les poches, mais non, pas du tout. Je peux vous dire qu'il y a une forme d'austérité dans la politique qui n'existe pas dans d'autres secteurs beaucoup plus florissants. Mais c'est parce que c'est le public aussi qui demande des responsables politiques qui soient. Alors l'expression consacrée ici, c'est dire des moines soldats, c'est-à-dire des gens qui soient dévoués à leur tâche et qui soient préoccupés par l'intérêt collectif et non par l'intérêt personnel. C'est tout à fait normal que nous ayons tous collectivement cette exigence. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est un changement très brutal pour un milieu qui jusque-là vivait sur un grand pied sans beaucoup de contrôle. On veut de la morale plus que de la justice finalement. Bah, il faut les deux. La justice est aussi le fer de lance de la morale. Maître Gilles-William Goldnadel, dubitatif. Je suis dubitatif parce que c'est une société très exigeante envers ses responsables, mais qui n'est pas non plus d'un civisme extraordinaire. Vous me permettez de vous rappeler qu'on a traité il y a pas très longtemps des délits de fuite. Il y a de plus en plus de délits de fuite. Donc on a un petit peu quand même le personnel politique qu'on mérite. Enfin, en tous les cas, il y a une dynamique assez perverse. C'est normal d'être exigeant vis-à-vis de ceux qui sont au pouvoir aussi. Je ne me plains pas du tout au début. Et je pense que l'illustration de cette affaire n'a strictement rien à voir avec tout ça. Raphaël Baquet a rappelé justement que maintenant c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a plus de paradis fiscaux. Donc il y en a toujours. Il y en a toujours. Enfin, non, c'est beaucoup. Écoutez, ils sont plus difficiles à trouver. Je suis pas le plus mal placé professionnellement pour vous dire que maintenant les sociétés offshore, etc., c'est beaucoup plus difficile de les utiliser. Ça, c'est certain. Mais c'est bien, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette exigence de transparence formidable. Contraste singulièrement avec le fait que la société dans son ensemble n'est pas d'une honnêteté particulière. Dupond-Moretti, ton confrère, il dit c'est le puritanisme. On est dans l'époque du puritanisme. Mais le puritanisme est en général assez hypocrite. La société puritaine anglaise n'était pas d'une pruderie extraordinaire en vérité. À lire le livre de Raphaël Baquet, les vacances arrivent, l'été arrive, on part toujours en mettant quelques livres dans un sac, on vous conseille celui-là, Kaiser Karl, aux éditions Albin Michel, signé Raphaël Baquet. Merci Raphaël d'être passé par le grand oral des GG. Merci bien. Puisque nous parlions à l'instant de Nicolas Sarkozy, je vous propose qu'on continue de l'évoquer à travers le GG et vous. RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
Et nous allons du côté des Bouches-du-Rhône retrouver une fidèle des GG, Marina, qui veut reparler avec Joël Dagosseri parce que dans la discussion tout à l'heure, Joël a employé une expression qui a fait tiquer Marina. Je constate qu'un ancien président se fait appeler Paul Bismuth, qu'il achète des téléphones avec des cartes prépayées. Et donc, pour moi, c'est un président qui se comporte là comme les racailles qui voulaient carchériser. Parce que moi, dans les quartiers où j'ai grandi, vous avez des gens qui ont des mini-téléphones sur lesquels pour dealer, pour faire leur deal. Aucune espèce de complaisance pour monsieur Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas que la justice s'acharne contre lui. Marina, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Marina ? Ça va bien. Alors, tout va bien pour l'instant. ma chère Marina, vous avez tiqué avec Marina. cette expression de Joël. Oui, c'est l'expression et puis c'est dans l'idée surtout. Voilà, dans l'idée quand on est une citoyenne, parce que je la mets à égalité avec moi, puisque c'est la règle de notre société, une citoyenne lambda qui se permet de dire qu'un président a des comportements de racailles de banlieue qui voulait carchériser. Je voudrais simplement lui demander, ça veut dire quoi exactement ? Qu'elle aille un peu plus loin dans sa définition. Voilà. Est-ce que c'est un comportement de racaille d'acheter un téléphone prépayé ? Je peux me demander, parce que moi j'en connais plein de gens qui ne sont pas des racailles, des gens d'ailleurs qui habitent en banlieue, qui ne connaissent pas les méthodes de racaille. Donc je me dis que si elle est très bien informée, tout va très bien. Mais voilà, je pense qu'il y a un minimum de respect pour quelqu'un qui a occupé une telle fonction, qui a les qualités qu'on connaît, que tout le monde reconnaît maintenant. Un type qui a peut-être pas carchérisé les banlieues, mais qui a plus ou moins sauvé les fesses de tous les épargnants français et des retraités. Et je ne comprends pas et je n'admets pas que quelqu'un se permette de dire qu'il a des méthodes de petits délinquants. Voilà, je ne l'accepte pas, je n'accepterai jamais. Et de voir que des... Comment va-t-on dire ça ? Que des gens qui, je suis pas sûre, qui soient tous propres non plus, s'acharnent à en faire soi-disant le plus grand délinquant de la République. Je trouve ça assez pitoyable. Je veux comprendre qu'ils aient des raisons, des peurs, de leurs privilèges, etc. Même qu'un citoyen lambda se permette d'enfourcher ce combat, ça me désole. Ça me désole et Alors, ça me Marina, désole et ça m'énerve un petit peu. La réponse vous sentez de mon Joël. émotion là parce que je ne comprends pas. Alors, premièrement, M. Sarkozy est un grand personnage parce qu'il a des qualités, certes, mais sans nous, il n'en serait pas un. Parce que jusqu'à présent, tous les mandats qu'il a exercés, c'est parce qu'il y a des petits citoyens lambda qui sont venus dans un bureau de vote et qui ont mis un petit papier blanc dans une urne. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai le droit, comme n'importe quelle citoyenne, de dire ce que je pense de cette affaire. Ensuite, de dire, c'est ce que j'ai fait. Pas d'employer n'importe quelle accusation. Mais vous je êtes ne à la l'accuse- limite de à la limite de l'acceptable quoi dans ce que vous avez Il dit. ne s'est pas fait appeler Paul Bismuth. Je l'ai inventé, madame. Mais c'est quoi? Et moi, si demain matin, madame, sur Facebook, j'ai envie de m'appeler sur Facebook. Caroline Ah, mais on n'est 28, pas- c'est interdit, Ah oui, mais- madame. C'est un Est-ce ancien que c'est président. mais sur interdit? Facebook- ah Est-ce oui, que mais c'est vous ça parlez le d'un- sujet? Est-ce vous- que le sujet du procès, c'est Vous il me a un parlez d'un téléphone? grand Ou est-ce que personnage. le sujet du procès, c'est Vous- du procès, c'est Vous me autre parlez chose? Vous me parlez Faut pas d'un grand confondre. personnage. Vous me parlez d'un président de la République qui a donc pris un faux nom, parce que c'est un faux nom, qui En a fait, donc il existe le qui a- Paul Bismuth en plus. qui a ouvert une ligne téléphonique. Effectivement, les cartes prépayées, on a tous le droit d'en prendre, mais quand même, je pense pas que ce soit fait dans un souci de transparence. C'est plutôt pour essayer de cacher peut-être ces conversations, d'accord ? Et ben moi, je constate que ce comportement-là, c'est le comportement qu'on peut reprocher aux dealers dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi, c'est-à-dire d'acheter des téléphones prépayés pour cacher leurs méfaits. agissements. Voilà, exactement, leurs agissements. Donc, je suis en droit de dire que pour moi, Vous c'est un êtes en droit comportement... de dire n'importe quoi, madame, Oui, même que le ciel pour est vous. vert Mais et non, que mais la si lune vous est êtes- rouge. mais- On mais est en oui. droit Vous de n'êtes dire pas n'importe d'accord. quoi, j'ai le droit d'apprécier votre honnêteté Ah, mais quand vous vous le avez, dites, mais vous et avez le votre droit de l'apprécier lucidité. et je Et défends, moi, je dis, défends ma écoutez-moi, position sur ce écoutez-moi cas. 2 secondes. Oui. Parce que je comprends bien qu'on fasse de la punchline quand on est à la radio, ça je le comprends tout à fait. Mais Sarkozy en faisait tout aussi. Tout à ses limites. Mais je Tout fais à comme ses limites. Je rappelle simplement que le Quelle procès limite n'est pas dû au fait qu'il Mais- ait ouvert une ligne sous un autre nom que le Vous sien. pensez que Le procès, c'est autre chose. Vous pensez que Alors, dire vous qu'on va décalez nettoyer sur un des autre chose quartiers au pour salir Karcher, quelqu'un. c'est pas de la punchline? Vous pensez que c'est pas de la punchline de dire qu'on va nettoyer des quartiers au Karcher? Vous pensez que dire casse-toi pauvre con, c'est pas de la punchline? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je suis désolée, je me suis exprimée sur cette affaire et je trouve que ce comportement n'est pas digne d'un ancien président, tout simplement. Voilà Marina, la réponse de Joël, suite du GG et vous dans un instant, en direct sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.